Dans le célèbre film de l'époque soviétique, Le Fils blanc du désert, il y a une citation du personnage Fyodor Soukov qui dit « Vostok diela tonkoje »« L'Orient est une affaire délicate ». La citation « L'Orient est une affaire délicate » est un dicton très célèbre, bien connu dans de nombreux pays de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, parce que lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques a pris le contrôle de ce qui est aujourd'hui l'Asie centrale, ils savaient que ce n'était pas une plaisanterie. Les populations de ces régions étaient très différentes de la culture slave orientale. Ils avaient toute une histoire enracinée dans des millénaires féroces d'empires, de royaumes, de khanates et de coutumes brutales qui feraient même rougir Staline. Et les conséquences de ce qu'ils ont fini par faire sont encore visibles sur la carte aujourd'hui, et beaucoup de gens ont des opinions à ce sujet. Ceci est l'histoire de la façon dont le Tadjikistan est devenu, soi-disant, le pays avec la pire géographie au monde. Faisons un géodiscuton. Alors, si vous deviez créer un pays, quels sont les éléments clés que vous voudriez inclure? Peut-être que vous voudriez un endroit proche de l'océan pour avoir accès au commerce mondial. Peut-être que vous voudriez beaucoup de terres arables pour pouvoir devenir plus durable sur le plan agricole. Peut-être que vous voudriez un endroit éloigné d'une plaque tectonique pour éviter les avalanches, les tremblements de terre et les hommes taupes qui sortent du sol. Au diable ces hommes taupes. Les seuls contre qui il est permis d'être raciste, ce sont les hommes taupes d'ailleurs. Mais malheureusement, tous les pays de la Terre ne sont pas bénis avec ces facteurs et variables qui entrent dans leur constitution physique. Quand vous cherchez sur Google ou tapez la question « Quel pays a la pire géographie sur Terre ?», beaucoup de bons candidats apparaissent généralement. Vous savez, beaucoup d'entre eux sont des pays africains comme le Tchad ou le Niger. Vous savez, des nations enclavées, coincées au milieu du désert du Sahara. Ça a du sens. Haïti revient souvent parce qu'il se trouve, vous savez, en plein dans une zone à risque de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, de glissements de terrain, d'inondations et d'ouragans. Le Bangladesh est parfois mentionné parce que vous savez, tout leur pays est inondé toutes les 3 minutes. Et toute leur côte est comme un delta peu profond sans port en eau profonde. Donc même le commerce international est difficile pour eux. Mais je dirais qu'aucun de ces pays ne se compare même à la nation énigmatique et tragique du Tadjikistan. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent le pays du Tadjikistan, tant mieux pour vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont aucune idée de ce qu'est le Tadjikistan, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à regarder ma vidéo sur le Tadjikistan que j'ai réalisée il y a quelques années, puis revenez ici. D'accord? Vous pouvez mettre en pause maintenant. Et vous êtes de retour. Merci, je suis content que vous soyez à jour. Pour ceux d'entre vous qui ne savent toujours rien sur le Tadjikistan et qui n'ont même pas pris la peine de mettre cette vidéo en pause pour regarder mon épisode sur le Tadjikistan, bon d'accord, je vais vous faire un petit résumé. C'est pour ça que je ne suis pas professeur dans la vraie vie. Franchement, je vous jure, je n'ai pas la patience pour les gens qui n'écoutent pas. Donc, le Tadjikistan est l'un des nombreux pays d'Asie centrale qui faisait autrefois partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et c'est assez une anomalie parce que c'est le seul pays iranien à avoir été sous domination soviétique, dans le sens où ses plus proches cousins sont les gens d'Iran et d'Afghanistan. Vous savez, les peuples persanophones, leurs langues sont toutes à peu près mutuellement intelligibles. C'est juste qu'ils empruntent des mots différents à d'autres peuples. Le Tadjikistan est une nation musulmane. Cependant, le rôle de l'islam est assez différent ici par rapport à leurs autres voisins musulmans, et la religion est fortement réglementée par l'État. Par exemple, tous les sermons islamiques doivent être approuvés par le gouvernement. Les femmes n'ont pas le droit de porter la burqa, et les hommes n'ont pas le droit de se laisser pousser la barbe trop longtemps parce que le gouvernement dit que c'est associé à l'extrémisme. Les personnes de moins de 35 ans ne sont pas autorisées à aller à la Mecque pour le Hajj, et les enfants ne sont pas autorisés à aller à la mosquée avant d'avoir 18 ans, sauf s'ils manifestent de l'intérêt. Et en plus de ça, il n'est pas rare de les voir boire de l'alcool et manger des produits à base de porc. C'est comme ça qu'ils font. Mais à part croiser de temps en temps des personnes âgées qui ont des dents en or et un monosourcil, quelle est l'histoire des Tadjiks? Qui sont-ils? Au fait, je n'essayais pas d'être sarcastique. Littéralement, les dents en or sont parfois considérées ici comme un symbole de statut social. Et parfois, le monosourcil est en fait considéré comme attirant ici. Bref, qui sont les Tadjiks? Eh bien, c'est là que l'histoire devient un peu intéressante. Parce que pendant la majeure partie de l'histoire du Tadjikistan, la plupart des Tadjiks ne vivaient même pas dans les régions qui constituent aujourd'hui le Tadjikistan. La plupart des Tadjiks diront que leurs racines viennent de la dynastie samanide. Et Ismail Samani est considéré comme le père du peuple tadjik. Maintenant, voici le truc. La dynastie samanide a conquis de nombreuses régions de ce qui est aujourd'hui l'Asie centrale. Cependant, l'épicentre était considéré comme étant autour des régions de Bukhara et Samarcande. Et Bukhara était en fait la capitale. Ismail Samani, le père des Tadjiks, est en fait enterré à Bukhara. Je l'ai moi-même vu. Et chose étrange, son tombeau se trouve juste à côté d'un parc d'attractions avec des statues de Mickey et Minnie Mouse qui ont vraiment l'air de contrefaçons bizarres. Mais voilà le truc, même si Bukhara et Samarcande sont considérées comme les villes les plus importantes et emblématiques de toute l'histoire et de la culture tadjikis, et même si les Tadjiks constituent la majorité de la population dans ces villes, elles se trouvent en réalité dans ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan.
Et les Tadjiks qui vivent ici sont des citoyens ouzbeks dont beaucoup ne parlent même pas la langue ouzbek et communiquent avec leurs homologues ouzbeks en russe. Donc, lorsque les Russes sont arrivés, ils ne se rendèrent pas compte à quel point cet endroit serait démographiquement mélangé et morcelé entre les peuples perso-turcs, comme les Ouzbeks, les Kirghizes et les Tadjiks. C'était comme ça partout. Il y avait un village de Tadjiks ici, un village d'Ouzbeks là, des Kirghizes ici. Tout le monde se mélangeait et bougeait sans cesse. Alors ils se sont dit, bon, d'accord, on n'a pas le temps de faire le recensement de chaque village et de déterminer qui parle quelle langue. Donc voici ce qu'on va faire. Ouzbeks, vous êtes le groupe le plus nombreux, d'accord? Vous êtes plus nombreux que tous les autres. Et regardez, vous êtes tous un peu similaires. Vous êtes tous musulmans et vous partagez plus ou moins la même culture, la même cuisine et tout ça. Vous vous comprenez entre vous. Donc, on va donner à l'Ouzbékistan le plus de terres et leur confier la gestion de la plupart des choses importantes parce que c'est le plus grand groupe. Cela signifiait que lorsque l'Ouzbékistan est devenu une république au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ils se sont soudainement retrouvés à devoir gérer tout un tas de nouveaux peuples avec lesquels ils avaient du mal à communiquer, comme les Karakalpak dans la région ouest de la mer d'Aral. En fait, j'y suis allé et je me souviens de mon pote Jahan, mon ami ouzbek. Il a dû traduire pour nous quand on est monté dans le taxi, mais il a dit qu'il ne comprenait qu'environ la moitié de ce que disait le gars Karakalpak. Le Karakalpak ressemble plus à la langue kazakh qu'à l'ouzbek. Ils sont très difficiles à comprendre. Et sûrement qu'ils font partie de la même famille des langues turques, mais ils ne peuvent toujours pas se comprendre mutuellement. C'est comme si un Portugais essayait de parler à un Roumain. Quand je suis allé à Bukhara avec Jaon, il ne comprenait rien parce que tout le monde parlait tadjik, donc il devait utiliser le russe pour communiquer avec ses compatriotes. C'est fou. Maintenant, il faut dire que les Tadjiks et les Ouzbeks, oui, ce sont des groupes ethno-linguistiques complètement séparés, mais en général, ils s'entendent bien et il n'est pas rare qu'ils se marient entre eux. Certains disent que les Ouzbeks sont les Turcs les plus persifiés du monde. On peut voir que les Ouzbeks ont beaucoup pris de leur culture aux Perses. Néanmoins, après la chute de l'Union soviétique et l'indépendance de tous ces pays, les deux villes les plus emblématiques de l'identité tadjikée ne se sont pas retrouvées géographiquement dans le nouveau Tadjikistan et tout ce qui était maintenant considéré comme le nouveau pays du Tadjikistan a été réduit à une zone beaucoup plus petite, composée à 93% de terrains montagneux et leur nouvelle capitale était Douchanbé, qui était à l'origine un petit village commerçant sur la route de la soie qui, je veux dire, on en avait entendu parler, mais ce n'était pas l'endroit le plus remarquable du monde. C'était juste un petit village commerçant. C'est devenu leur nouvelle capitale. Tu sais, et c'est drôle, quand les Soviétiques sont arrivés en Asie centrale, le dernier émir de Bukhara s'est enfui à Douchanbé pour se réfugier. Et puis, quelques années plus tard, les Russes ont pris le contrôle de Douchanbé et l'ont renommé Stalingrad. C'est comme remuer le couteau dans la plaie. Bref, oui, ils étaient pratiquement coincés dans ces chaînes de montagnes du Pamir et de l'Altaï, qui sont montagneuses à 93%. En fait, cela fait d'eux le troisième pays le plus montagneux au monde, juste derrière le Népal et le Bhoutan. Le plus fou, c'est que la plus grande partie de leur pays, la province autonome du Haut-Badakhshan, n'abrite en réalité qu'environ 3% de leur population. Alors voilà, ces montagnes étaient en fait historiquement habitées par les Tadjiks. Ce n'est pas comme si cette terre leur était étrangère. Mais le fait est que ce n'était pas vraiment si important pour eux. Alors, mes chers compatriotes américains, imaginez si vous voulez, si tous les sites majeurs d'importance culturelle pour les États-Unis, comme par exemple la Statue de la Liberté, New York, Californie, Floride, Texas, enfin vous voyez, comme Disney World, tout ça, imaginez si tout cela ne faisait soudainement plus partie des États-Unis et que tout ce qui était considéré comme les États-Unis se retrouvait soudainement réduit au Wyoming et à l'Utah. Maintenant, les États-Unis ne seraient plus qu'une région montagneuse enclavée. Oui, le Wyoming et l'Utah faisaient partie des États-Unis. Mais ce n'étaient pas vraiment les épicentres de ce qui était culturellement les États-Unis. Vous voyez, comme la Statue de la Liberté, Disneyland, Hollywood, Dollywood, tout ça disparu. Et tout ce qu'il reste, c'est le Wyoming et l'Utah. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu grâce à cette analogie. Sinon, j'ai échoué. Mais en même temps, je m'en fiche un peu parce que je ne suis pas votre tuteur personnel et je ne suis pas là pour vous tenir la main à chaque étape. Je suis juste un gars sur YouTube que vous avez choisi de regarder. Si vous n'arrivez pas à suivre, c'est votre faute. Bref, toute cette situation de consolidation du Tadjikistan est l'une des raisons pour lesquelles il y a en réalité plus de Tadjiks ethniques en dehors du Tadjikistan qu'à l'intérieur. En fait, l'Afghanistan compte aujourd'hui, selon certains, plus de Tadjiks que le Tadjikistan. Et les Tadjiks représentent une part importante de la population de l'Ouzbékistan. En fait, environ un quart de leur produit intérieur brut total provient des envois de fonds, c'est-à-dire de l'argent envoyé par des proches travaillant à l'étranger à leur famille au Tadjikistan. Et environ un homme tadjik sur 7 vit à l'étranger, principalement en Russie ou dans les pays voisins, pour trouver du travail. Donc, c'est essentiellement ce qui s'est passé géographiquement pour le Tadjikistan. Mais en fait, c'est encore pire, parce que vous savez que les montagnes du Tadjikistan sont tristement célèbres pour être particulièrement rudes.
Tout d'abord, elles sont incroyablement actives sur le plan sismique. De nombreuses villes ont été détruites par des tremblements de terre, des glissements de terrain et des avalanches. Ils ont le barrage le plus haut du monde, Usoi. C'est en fait un barrage naturel qui a été formé par un glissement de terrain à la suite d'un tremblement de terre dans les montagnes. Cela a complètement bloqué une partie du lac. Ils se sont retrouvés par accident avec le plus haut barrage du monde. En plus de cela, seulement 3% de leur pays est couvert de forêts et seulement 6% est arable. En comparaison, le pays du Niger, un pays enclavé au milieu du désert du Sahara, possède environ 13% de terres arables. Ils ont moins de terres arables qu'un pays du désert du Sahara. Mais voici la partie vraiment problématique. Si vous zoomez sur les images satellites, vous remarquerez qu'en Asie centrale, il y a une zone appelée la vallée de Fergana. C'est ce joli petit coin de verdure niché entre une chaîne de montagnes en forme de crochet. C'est la terre la plus fertile de toute la région parce qu'elle est alimentée par plusieurs rivières qui descendent des montagnes grâce à la fonte des neiges, se déversant dans la vallée, ce qui en fait l'endroit idéal pour l'agriculture. C'est un site important pour les peuples tadjiks, ouzbeks et kirghizes. Cependant, lorsque les Soviétiques sont arrivés, ils ont en grande partie laissé l'Ouzbékistan prendre le contrôle de la majeure partie de la région. Mais ils ont comme taquiné le Tadjikistan, juste un tout petit peu. Ils ont dit quelque chose comme « On va vous donner une petite portion de la vallée de Fergana. Oh, et dans la petite portion de la vallée de Fergana qu'on vous donne, vous pouvez gérer le réservoir de Kayrakum, qui alimente la rivière Sirdaria, qui va dans la vallée de Fergana, mais vous ne pouvez pas avoir la majeure partie de la vallée. Cependant, vous pouvez avoir quelques enclaves détachées et aléatoires de votre pays à l'intérieur. Vous aurez Sarvan en Ouzbékistan et Kayragash ainsi que Vorok complètement enclavés à l'intérieur du Kirghizistan, mais sans aucune route reliant directement ces enclaves aux parties principales du Tadjikistan, car le Kirghizistan a besoin de ces routes pour accéder au reste de son pays à l'ouest. Peu importe, débrouillez-vous, vous êtes indépendant maintenant. Aussi, je ne suis pas tout à fait sûr, mais j'ai entendu dire que Kayragash est en fait l'enclave tadjik, pas l'Olazor. Et sur Google Maps, je pense qu'ils se sont trompés. Je ne suis pas certain, parce que si vous regardez les lignes dentelées sur la carte, c'est proche de Kayragash, mais oui, toutes mes sources disent Kayragash. Mais quand vous cliquez dessus, ça dit « Est-ce que Google Maps s'est trompé? Je ne sais pas. » Mais il y a deux enclaves du Tadjikistan à l'intérieur du Kirghizistan, une en Ouzbékistan, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, et pour en rajouter, il y a cette énorme enclave appelée Sokht. C'est comme 99% des habitants sont des Tadjiks, mais on va en faire une enclave ouzbèque à l'intérieur du Kirghizistan, même si elle est principalement habitée par des Tadjiks. C'est comme, pourquoi ne pas en avoir simplement fait une enclave tadjik? Oh, et aussi pour votre information, il va être vraiment difficile pour vous d'accéder à cette partie de votre pays parce que, vous savez, elle est complètement isolée par la chaîne de montagnes Zerefshan. Et le seul moyen d'y accéder, c'est soit de faire un trajet d'une journée entière en passant par l'Ouzbékistan jusqu'à l'autre côté, soit de prendre les routes de gravier incroyablement dangereuses, très étroites et sous-développées à travers les montagnes extrêmement hautes et dangereuses, sans aucune rambarde, donc vous pourriez tomber de plusieurs milliers de mètres vers la mort. Mais bon, c'est ton problème. Et en fait, en 2006, le Tadjikistan a vraiment essayé de résoudre ce problème. Ils ont construit le tunnel d'Anzob en 2006 afin de supprimer un trajet de 4 heures à travers les montagnes avec des virages en épingle à cheveux très serrés. Mais le problème, c'est que ce tunnel est ensuite devenu le tunnel le plus dangereux du monde. Souvent surnommé le tunnel de la mort parce qu'il est très étroit, il n'y a pas d'éclairage, donc il faut utiliser ses phares. Le tunnel est mal ventilé et il est aussi sujet aux inondations et aux éboulements. Donc même quand ils essaient de régler un problème, il y en a toujours un autre. C'est comme quand je regarde les Tadjiks et que je me dis « Les gars, vous n'avez vraiment jamais de répit ». Mais je suppose que le plus grand salut dans toute cette histoire, ce sont les Tadjiks, parce qu'ils sont très gracieux et coopératifs avec à peu près tous leurs voisins. Et ils sont plutôt détendus et cool avec tout. Ils n'ont pas d'ennemis, ils ne provoquent aucun conflit. Ils sont juste là à dire « Hé, on veut juste vivre notre vie et arranger les choses. » Et regarde, nous sommes tous des peuples perso-turcs qui partagent les mêmes idées générales et cultures. Nous idolâtrons tous les mêmes célébrités, nous jouons tous la même musique, nous comprenons tous les mêmes choses. C'est comme, à la fin de la journée, ils s'entendent bien avec leurs voisins. S'ils ne s'entendaient pas, ce serait une toute autre histoire. Tadjikistan, écoute, si je pouvais juste dire quelque chose, pas que ça ait vraiment de l'importance. Parce que je suis juste un YouTuber américain au hasard qui n'est même jamais allé au Tadjikistan, mais j'aimerais vraiment y aller. Surtout le Gorno-Badakhshan, oh là là, cet endroit a l'air incroyable. Le glacier Fedchenko, mais bon, si je pouvais dire quelque chose. Je dirais, Tadjikistan, écoute, je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Chaque Tadjik que j'ai rencontré a été incroyable, chaleureux et super gentil avec moi. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et j'espère que vous allez prospérer à l'avenir. Sérieusement, vous le méritez. Vous méritez un peu de répit, d'accord? Oh mon Dieu, je viens de réaliser que j'ai ce chapeau tadjik que l'un d'entre vous m'a offert il y a longtemps. En fait, c'est plutôt un chapeau tadjik afghan, mais peu importe.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai porté ça dans ma vidéo Lettre à l'Afghanistan. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Bref, c'est ma vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous vous êtes amusé. Je ne sais pas. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo thématique, d'accord? Faites-le moi savoir. Écrivez-le et je lirai probablement certains de vos commentaires parce que, je ne sais pas, vous êtes intelligent, je suppose. Ah, c'est donc bien d'avoir des gens intelligents pour vous aider. Alors oui, donnez-moi un coup de main. Donnez-moi quelques idées. En attendant, c'était ma vidéo. Restez cool, restez à l'écoute. Salut!